Recording is on. Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire organisé par la Team Udens sur les plans de travail. Ce webinaire est venu du fait qu'on ait ressenti un certain besoin de la part de pas mal de collègues sur la manière dont on fait des plans de travail, qu'est-ce que c'est, etc. On avait déjà fait une première session organisée avec d'autres collectifs, notamment Inversons la classe et Patchwork avec Sylvain Connac. Donc, vous aurez après, dans les ressources, vous aurez le lien vers ce webinaire qui était vraiment mené par Sylvain Connac. Mais là, ce sera Ségolène Paris, moi-même, donc Caroline Meyer, et puis Isabelle Herbelin-Fuchs. Alors, j'espère que je n'écorche pas les noms de famille. Herbelin-Fuchs, mais c'est pas grave. Merci. On s'appelle jamais par nos noms de famille, alors voilà. C'est ça. Et on a Mathilde Vigneault qui est avec nous aussi en soutien, qui pourra intervenir aussi. Donc, nous sommes vous allez voir, hein, des enseignantes, comme je pense à peu près tout le monde ici. On a juste voilà cette particularité de faire partie de la Team Udens, donc qui vous propose ce webinaire, et d'avoir plus ou moins, selon les personnes, tenté les feuilles de route et les plans de travail en classe. Et c'est pour cela qu'on vous en parle ce matin, mais on n'a aucune autre qualification particulière, on va dire. Voilà, c'est vraiment... on va vous présenter vraiment notre manière de fonctionner et après... voilà, avoir des questions de votre part, pouvoir y répondre, etc. Et puis, dans l'heure qui suit, donc à 11h30 à peu près, on se dirigera vers le lieu d'atelier sur Yazerton. On vous donnera le lien hein, si certains ne sont pas inscrits et veulent nous rejoindre pour pouvoir vous aider concrètement à réaliser ou à terminer vos plans de travail ou vos feuilles de route. Donc, je vais déjà laisser la parole à Ségolène qui va vous présenter sa manière de fonctionner. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Ségolène, donc vous me connaissez peut-être sur les réseaux sociaux sous le nom de Ségo la vraie, et donc je suis prof dans un collège en Loire-Atlantique, à Trignac, un collège REP, et moi je me suis lancée dans les plans de travail l'année dernière au mois de mars de mémoire, mais ça fait un moment en fait que ça cogitait quelque part dans mon cerveau. Il y avait déjà certains éléments que j'avais déjà mis en place. Et toutes les discussions que j'ai eues avec Caroline sur son fonctionnement en plan de travail, ça m'a un petit peu donné envie de me lancer. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce webinaire avec vous pour peut-être vous donner cette petite impulsion aussi qui manque parfois pour se lancer. Je vais organiser la présentation de mon travail comme j'aurais aimé en fait en trouver quand j'ai voulu me lancer. Parce que souvent, j'avais des visuels de plan de travail, mais je n'avais pas en fait concrètement ce que faisait l'élève en classe. Et c'était difficile du coup de me projeter et d'imaginer un fonctionnement pour mes élèves. Donc, je vais vous montrer le plan de travail sur lequel je suis en train de travailler avec mes élèves en ce moment. Vous voyez toujours mon écran là ? On voit tous. Oui, c'est bon. Super. Donc voilà comment se présente le plan de travail que j'utilise en classe. Donc là, c'est avec des élèves de 6e. Donc d'abord, c'est un petit livret recto verso. Hein. Donc ici, vous avez à droite la page 1, puisqu'en fait, il le plie sur la rainure du milieu. Donc en haut, ils ont le titre du chapitre. Le nombre de séances, je me suis rendu compte que c'est plus facile de cocher le nombre de séances plutôt que de mettre une date de fin, puisqu'on est toujours interrompu par des interventions ou moi, je suis en formation, il y a une absence si je suis absente. Donc c'était plus facile en cochant. Et ensuite, la première partie, souvent, c'est le lancement dans le chapitre, puisque pour moi qui suis en sciences, c'est très important en fait de problématiser le chapitre et que cette problématisation vienne des élèves. Donc concrètement, en fait, les élèves suivent les petites bulles ici, qui chaque bulle en fait correspond à une activité. Ils les font dans l'ordre qu'ils veulent, sauf les activités qui sont numérotées, souvent 1, 2, 3, 4. Là, ici, il n'y a que 1 et 2, puisque c'est ce qui va me permettre en fait, de lancer le chapitre
et justement d'engager la problématisation. Donc, pour que vous puissiez voir, je vais vous montrer ici l'activité 631. Donc, avec les élèves, on travaille, je vous en parlerai peut-être après, sous forme d'un projet qu'on appelle qui s'appelle le projet Robinson, en fait. On imagine qu'ils sont sur une île déserte, pour que vous puissiez vous comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc, cette petite fiche, ils vont la chercher dans un meuble en autonomie. Et puis, certaines sont à consulter comme celle-ci. D'autres sont à coller dans leur cahier, mais bon, celle-ci, elle est à consulter. Donc, ils lisent la petite introduction. Hein, donc, je la lis avec vous. Hein. Consciente que tu vas rester très longtemps coincé sur cette île, tu décides de réaliser un élevage d'animaux. Ainsi, tu auras des ressources disponibles. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les premiers humains. Mais tu te poses tout un tas de questions quant à cet élevage pour réussir à le mettre en place. Et donc, ensuite, les élèves ont une série de petites consignes par rapport à cette petite introduction. Donc, comme là, c'est une activité qui ne colle pas, il faut qu'ils notent le titre, qu'ils notent la compétence. Et l'activité que je leur demande de réaliser, hein, c'est donc formuler un ou plusieurs problèmes que l'on peut se poser à partir de l'introduction. Et donc, en fait, les problèmes que les élèves vont ressortir, ce sont les problèmes qui vont être traités ensuite dans le plan de travail, puisque le plan de travail s'appelle « Élever des animaux ». Donc, on va discuter ensemble des besoins, des cycles de vie, de la notion d'espèce, pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Donc, ça, c'est l'activité qu'ils ont à faire. Une fois qu'ils font l'activité, en fait, ils m'appellent quand ils ont terminé pour me demander la correction. Donc, moi, je jette un coup d'œil rapidement sur ce qu'ils ont produit, hein, puisque là, vous voyez, la compétence, c'est bien formuler un problème. Donc, je regarde le problème qu'ils ont formulé et je peux, au besoin, distribuer de l'aide aux élèves si je vois qu'ils sont vraiment à côté de la plaque. Donc là, par exemple, l'aide apprenti dans ma progression de compétences, hein, dans mon échelle descriptive de la compétence, l'aide apprenti, c'est l'élève a eu des difficultés, enfin, l'élève arrive à formuler un problème en ayant reçu de l'aide. Donc là, ici, je peux lui proposer l'aide qui rappelle comment on formule un problème et le fait qu'il faut qu'il soit en lien avec ici l'introduction. Et même dans l'aide débutant, c'est l'élève est capable de choisir un problème dans une liste. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un problème et je le laisse choisir parmi les différents problèmes celui qui est en rapport en fait avec notre activité. Une fois que du coup les élèves ont terminé et que j'ai regardé ce qu'ils faisaient, je leur demande de se corriger. Donc, s'ils ont réussi sans aide, je donne directement la correction une fois que j'ai vu ce qu'ils avaient fait. Je vous montrerai un exemple après. Et donc, sur la correction, ils ont les éléments attendus et la possibilité de s'évaluer, en fait, de s'auto-évaluer. Ça permet d'intégrer les critères de réussite. Donc ici, ensuite, ils ont à lire, je ne vous l'ai pas mis, hein, mais la fiche de présentation du chapitre, c'est une fiche qui rappelle les objectifs en fait, du chapitre, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va apprendre dans le chapitre. Je pourrais vous la remettre dans le dossier. Et puis après, ils font les activités dans l'ordre qu'ils veulent. Donc ici, il y a la mise en commun des différents problèmes qu'ils ont trouvés. Donc ils vont voir leurs copains dans la classe en disant toi, tu as trouvé quoi comme problème? Moi, j'ai trouvé ça. Et puis ils rajoutent 2 ou 3 problèmes dans leur cahier qui ont été trouvés par d'autres élèves. Et puis après, ils ont l'ensemble des activités du plan de travail qu'ils peuvent réaliser dans l'ordre qu'ils veulent. Parfois, ils ont des choix. Donc, vous voyez, il y a des petits pictos ici. Les petits pictos, ils correspondent aux compétences qui sont évaluées dans l'activité. Vous avez vu tout à l'heure, en fait, une activité égale une compétence. Donc, par exemple, si je me place ici, en haut à gauche de la page, je ne sais pas si vous voyez ma souris, parce que je vous montre avec la souris, mais je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, on la voit. Ok, super. Donc, vous voyez, par exemple, ici, dans le bloc en haut à gauche, l'élève a le choix entre 2 activités. En fait, c'est 2 activités qui traitent exactement la même notion, mais elle va le faire selon l'angle de 2 compétences différentes. Donc, je vais vous montrer à quoi correspondent les 2 activités. Donc, par exemple, la 633, donc c'est pareil, hein, donc ils veulent faire la 633, ils vont la chercher dans le meuble. Ils veulent faire la 634, c'est la 634 qu'ils choisissent dans le meuble. Donc là, pareil, ils notent le numéro, le titre de l'activité, la compétence. Ils ont une petite vidéo à regarder. Donc là, en gros, cette vidéo, elle présente ce que c'est qu'une espèce. C'est une vidéo qui explique, qui est d'un niveau assez difficile d'accès. Voilà, c'est pour des élèves de 6e, c'est assez corsé. Donc c'est pour ça qu'elle est intéressante de travailler à partir de celle-ci pour en extraire les informations importantes.
Et donc là, la compétence, vous voyez, c'est s'impliquer dans un groupe. Donc, c'est la place de l'élève dans le groupe. C'est ça que je vais évaluer. Et donc, je leur demande de discuter en fait de la vidéo et de se mettre d'accord pour écrire un petit texte, 2-3 lignes, avec les mots espèce, avoir des petits, fertile, stérile. Donc, moi, ce que je regarde, du coup, c'est comment ils s'organisent dans le groupe et j'évalue individuellement le rôle de chaque élève. J'ai une autre compétence de travail en groupe où là, j'évalue la production du groupe en entier, en fait. Une fois qu'ils ont rédigé, ils m'appellent, je regarde ce qu'ils ont écrit, je leur fais un petit retour sur la vidéo si je vois qu'ils sont vraiment à côté de la plaque et si ils ont vraiment compris l'essentiel, ils peuvent noter le petit texte qu'ils ont écrit dans leur cahier. Donc, vous voyez, là, on axe sur comment chaque élève s'implique dans le groupe, quelle est sa place et comment il s'investit. Et ils peuvent choisir donc l'autre activité, qui est celle-ci, donc expliquer ce qu'est une espèce. Donc, c'est toujours la même notion, mais par contre, celle-ci, la compétence, ça va être rendre compte d'une activité à l'oral. Donc, voilà. Donc, ils doivent se rendre sur Illico, donc dans le NT, dans laquelle ils vont trouver l'activité qu'ils ont à réaliser. Donc, l'activité, c'est celle-ci qu'ils trouvent sur leur ENT. Donc, ils ont la même vidéo à regarder. Et ils ont ici un petit exercice avec un feedback direct pour voir s'ils ont compris, puisque comme je vous ai dit, elle n'est pas forcément très facile d'accès. Donc là, ça me permet de vérifier qu'ils ont compris l'essentiel en fait, de ce qu'il faut comprendre et retenir de cette vidéo. Donc c'est un petit quiz. Et une fois qu'ils ont fait cette partie-là, en fait, ils doivent me faire une présentation à l'oral de cette activité. Donc, ils doivent m'expliquer, en fait, qu'est-ce qui était important dans la vidéo et ce qu'il avait à faire. Parce que j'attends pas qu'ils me fassent un descriptif précis de l'ensemble de la vidéo, des éléments. Par contre, ce que je veux, c'est qu'ils m'expliquent comment il a procédé, en fait. Donc, pareil que tout à l'heure, donc il vient me faire sa présentation. Si je vois que les éléments essentiels sont présents, je valide au niveau confirmé, voire au niveau expert. Et si je vois qu'il manque des choses, je donne les aides. Donc là, pour l'aide confirmée, je leur pose une série de questions qui portent sur l'activité. Et en fait, les éléments de réponse sont ce qu'ils vont devoir me présenter en fait, à l'oral. Et en fait, au niveau de l'aide apprentie, c'est utiliser leur cahier. C'est-à-dire qu'ils peuvent répondre aux questions et après utiliser ces petites réponses aux questions ou lire s'appuyer sur leurs notes pour me faire la présentation. Ça, c'est pour le niveau apprenti. Tous ces niveaux-là, ils les connaissent puisqu'ils ont un passeport de connaissances, de compétences que je leur donne en début d'année, avec toutes les compétences qui seront évaluées sur l'année. Pour chaque compétence, elle est présentée sous forme d'une échelle descriptive. Je pourrais vous la montrer pour ceux qui seront dans le lieu d'atelier si ça peut vous intéresser. Puis je pourrais aussi la mettre, si vous voulez, dans le dossier, que vous puissiez le voir. Et donc, on procède comme ça. Ils font dans l'ordre qu'ils veulent ils choisissent parfois l'activité selon la compétence. Il y a des exceptions. Quand il y a 2 bulles qui sont reliées comme ça, il faut qu'ils commencent par la première bulle pour pouvoir faire la deuxième. Ça, c'est parce que parfois, il y a des prérequis à avoir, ou alors quand on est dans une démarche scientifique, il faut avoir fait l'hypothèse avant de faire l'expérience, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Je vous montre aussi rapidement comment se présentent les leçons, puisque c'est souvent les questions qu'on nous pose. Un exemple de question de trace écrite. Donc ça reprend en fait les éléments qui étaient présentés dans la vidéo. Donc les élèves doivent compléter ici la petite partie à trous. Donc, c'est un texte à trous, mais ils n'ont pas les mots qui manquent. En fait, c'est à eux de réfléchir. Et puis ici, pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, ils doivent essayer d'expliquer s'il y a plusieurs ou une seule espèce d'humain. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend si on prend actuellement ou dans l'histoire de l'humanité. Parfois, les traces écrites, ça peut être sous forme d'un petit schéma. C'est aussi parfois une phrase, en fait, un paragraphe à rédiger. Dans ce cas-là, ils rédigent leur paragraphe et je viens vérifier ce qu'ils ont noté ou je leur demande de me laisser leur cahier à la fin de l'heure pour que je puisse regarder en ayant plus de temps. Il y a aussi parfois des activités qui peuvent être des activités à manipuler. Donc, par exemple, là, ici, ils ont un texte dans lequel il faut qu'ils surlignent des éléments
avec la version audio disponible, puisque le texte est assez long. Et après, ils doivent aller chercher en fait en autonomie un bac avec du matériel. Et dans ce bac, ils trouvent en fait un cycle de vie, le cycle de vie de l'escargot, où ils doivent replacer les étiquettes de couleurs en fonction de ce qu'ils ont compris dans le petit texte. Donc j'aime bien leur donner comme ça des petits supports avec des petites manipulations d'étiquettes à replacer. Je trouve que ça crée un temps qui est un peu moins, où il faut être un peu moins concentré. Et en même temps, ça me permet de vérifier les notions. Et puis on sait que certains ont besoin de bouger un petit peu dans la classe. Je vous montre un exemple de correction. Je vais vous montrer l'activité peut-être avant, que vous puissiez voir. Donc ici, c'est l'activité qui suit, en fait, c'est la première activité au choix. Dans ma logique, en fait, c'est l'activité qui vient après le problème, mais ils peuvent faire dans l'ordre qu'ils veulent. Hein. Donc là, la compétence, c'est formuler une hypothèse. Donc je leur dis qu'ils ont décidé de faire un élevage d'escargots sur leur île, et ils ont réussi à en capturer 2, mais en les laissant plus d'une semaine, ben, il ne se passe rien. Pas de petits en vue. Et donc, ils doivent essayer de formuler une hypothèse pour expliquer pourquoi il n'y a pas de reproduction entre ces 2 animaux. Et voilà la correction. Donc, d'abord, je donne les éléments de réussite. Donc là, c'est une réponse au problème. Hein. L'hypothèse, c'est ça. Et qui commence par « je pense que », pour les aider. Donc, en ayant relu cette correction, même si eux l'avaient fait sans y penser, là, ils ont vraiment les éléments, les critères de réussite, en fait, avec des exemples. Et en plus, ensuite, ils ont l'évaluation ici de leur travail. Donc, pour qu'ils puissent se repérer par rapport aux différents niveaux de maîtrise. Donc, par exemple, le niveau apprenti, hein, ils voient, ils n'avaient pas fait une phrase affirmative complète. Donc, tous mes élèves qui écrivent, par exemple, peut-être que les escargots, peut-être qu'il y a 2 mâles, par exemple, ça ne correspond pas à ce qui est attendu, ou bien qui commence par parce que c'est 2 mâles. Voilà, ils s'évaluent comme ça. Et puis après, ils reportent. J'espère que vous n'entendez pas trop, j'ai mon fils qui crie en bas. Ici, ils peuvent faire le bilan en fait sur leur passeport de compétences. Ils peuvent faire le bilan en reportant en fait le niveau qu'ils ont obtenu. Et c'est ça en fait qui va ensuite aiguiller leur choix quand ils ont le choix entre 2 activités ici. Par exemple, c'est tout à l'heure qu'on a vu ici. Ils vont pouvoir choisir peut-être plutôt travailler en groupe ou plutôt rendre compte à l'oral en fonction de la maîtrise qu'ils ont eue de la compétence. Voilà pour ma présentation. Si je ne sais pas si après vous aurez des questions, je pense peut-être plus en détail. Donc juste, je vous ai mis le plan de travail tuto que j'ai prévu de donner à la rentrée prochaine, parce que je pense que j'ai été trop vite cette année. Donc mes élèves de 6e, c'était un petit peu compliqué la mise en route. Donc j'ai fait un petit plan de travail tuto pour y regarder. Et puis je vous ai mis d'autres ressources. Une vidéo qui présente comment fonctionne ma classe, parce que là je vous ai parlé du plan de travail en fait, mais il s'inscrit dans un fonctionnement de classe global. Et puis une présentation avec Geniali Interactive où j'explique un petit peu comment j'en suis arrivée là, comment je fonctionne. Voilà, c'est une présentation qui est assez riche et assez détaillée. Voilà pour moi. Ce que je vous propose peut-être, c'est Caro, tu me dis ce que tu en penses. On te laisse faire ta présentation et on passe à la partie questions après. Alors, il y a eu juste une question dans le chat et je pense que tu peux y répondre tout de suite. D'accord. C'est Blandine demande si les élèves voient si tu indiques la durée des activités. Non, l'idée c'est que chaque élève puisse aller à son rythme. Il y a des jours où ils sont mieux, des jours où ils sont moins bien. Donc non, il n'y a pas du tout de durée. La seule fois où je mets des durées, c'est quand c'est du matériel à utiliser ou que et du coup l'élève il sait qu'il ne peut pas commencer quand il reste 5 minutes par exemple à la fin de l'heure. Donc par exemple une activité à faire en groupe, je vais avoir tendance à donner une indication de durée, même si elle est indicative, de façon à ce qu'il ne commence pas vraiment à la fin d'une séance. Ou alors s'il y a par exemple une dissection ou du matériel à utiliser, ça m'arrive de dire prévoir une séance complète par exemple, ou ce genre de choses. Sego, il y a une autre question, c'est comment fonctionnent les QR codes en classe ou à la maison, enfin, je pense.
classe, Alors, en classe, ils peuvent utiliser leur téléphone. Nous, on a demandé il y a 3-4 ans, c'est pour ça que je vous dis, la réflexion était déjà dans les tuyaux depuis un certain temps. On a demandé il y a 3-4 ans à modifier le règlement intérieur et à demander que l'utilisation du téléphone portable soit autorisée dans le cadre d'une activité pédagogique encadrée par l'enseignant. Donc, moi, ça m'arrivait déjà de leur faire utiliser leur téléphone de façon ponctuelle, mais là, en fait, ils peuvent s'en servir quand ils veulent, dès l'instant où ils m'ont prévenu avant, avec le téléphone posé sur la table à plat, ils peuvent s'en servir. Et s'ils n'ont pas de téléphone, puisque j'ai des élèves de 6e qui n'en ont pas tous, il y en a quand même une grande majorité, ils peuvent utiliser soit l'ordinateur de mon bureau, puisque du coup, il ne me sert plus, puisque je ne suis pas à mon bureau, soit mon ordinateur portable. J'ai mon ordinateur portable aussi. Là, on va être équipé d'un chariot de tablette aussi pour le pôle sciences, mais ça va être là à la rentrée, quoi. Avant, on n'en avait pas. Alors après, il y a des questions qui commencent à arriver, donc on va les prendre en note et on y répondra Ouais, après, puisque là, c'est plus… voilà. Je préfère, parce que parfois, peut-être, ça répondra aux deux. Enfin, ta présentation, Caro, répondra peut-être aussi à certains éléments. Je les note, les questions. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement en plan de travail. Je te passe la main, Caro, peut-être que j'arrête mon partage d'écran et puis je te laisse partager, comme ça sera plus facile pour toi de naviguer. Ou tu veux que je partage mon… Comme tu préfères. Ah, on fait comme ça, je vais partager mon écran, pas de souci. Parce que là, ta connexion est bien, donc… Oui, bah, tu me dis hein, si des fois avec le partage d'écran, ça se… Ça marche. Ah, alors… Alors, si je me mets là, est-ce que vous voyez le génie plan de travail? Oui, on voit. Alors, ta voix est un peu saccadée. Super. J'espère que ça va aller. C'est bon là. Donc, bon, là, Caro. On va passer à Caroline Meyer, professeure d'histoire-géographie ENC, donc en collège aussi à Auxonne dans le 21 près de Dijon. Alors, sur ce Geniali que vous voyez qui vous sera mis sur le site de la Team Woodens, on vous en parlera à la fin, ne vous inquiétez pas, vous y aurez accès. Je vous ai mis, pareil comme Ségolène, la présentation de mon fonctionnement de classe, puisque je suis en classe entièrement autonome, c'est-à-dire qu'en fait, je ne fais plus de leçons. Je ne prends plus la parole de manière globale à toute la classe, etc. Hein. Donc les élèves vont entièrement à leur rythme. Pour cela, j'ai toujours la même salle de classe pour répondre déjà à vos questions. Ça fait 13 ans que j'ai la salle de classe, j'en ai changé cette année, mais je suis toujours dans la même. Toutes mes heures de cours. L'an dernier, quand on a dû changer de salle de classe à cause du Covid, j'ai arrêté ce fonctionnement-là, je ne voyais pas comment faire. Finalement, les élèves ont trouvé des solutions, mais c'est vrai que voilà, sans avoir la même salle de classe, je ne pourrais pas fonctionner comme je le fais actuellement. Donc, j'ai toujours la même salle de classe et je fonctionne comme ça depuis quelques années maintenant. Donc, vous pourrez regarder comment ça fonctionne. Il peut y avoir plusieurs chapitres, donc des élèves qui sont sur des chapitres différents. Je peux avoir, en plus, comme je suis en histoire, en géographie, en ENC, il peut y avoir 3 ou 4 chapitres différents entre les élèves. C'est une gymnastique d'esprit que je trouve assez satisfaisante en tant qu'enseignante de collège, parce que c'est vrai qu'intellectuellement, voilà, on s'appauvrit un petit peu hein, par rapport à travailler en lycée, par exemple. Mais là, pour le coup, ça demande une gymnastique intellectuelle assez intéressante. Mais pour cela, il faut aussi des outils très, très structurés pour ne pas s'y perdre. Ce que je vais commencer par vous montrer, notamment, c'est le timeline des feuilles de route. Voilà, moi, je me réfléchis depuis 2013-2014. Je me suis lancée en 2017. Et depuis, j'évolue chaque année, je change, je fais des modifications, etc.
Je commence par vous montrer ça parce que c'est important de ne pas se dire waouh, elle fait ça. Enfin, je sais pas ce que en formation, c'est toujours ce qu'on me dit waouh. Je dis waouh, mais en fait, ça fait des années. Ça fait des années que je prépare tout ça, que je modifie, que voilà. Ne vous mettez pas la pression à vous dire j'arriverai jamais à faire ça. Voilà. Alors, donc ma toute première feuille de route, parce que moi je ne travaille pas en plan de travail vraiment. La différence, le plan de travail, c'est que les élèves ont différentes activités, donc c'est ce que fait Ségolène, ont différentes activités et ils les choisissent. La feuille de route, c'est un planning de ce qu'ils ont à faire, mais avec un ordre déterminé. Et moi, je suis encore en feuille de route. Donc en 2017, voilà, donc j'appelais ça un plan de travail parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre plan de travail et feuille de route. Et j'avoue que j'appelle encore ça plan de travail parce que c'est beaucoup plus clair pour les élèves. Ils préfèrent le mot plan de travail à feuille de route. Voilà. Peu importe en soi, de toute façon, à part quand on voit un inspecteur, on appelle ça comme on veut. Donc voilà mon tout premier plan de travail où je souhaitais sur ce chapitre difficile qu'il y ait des différences entre les élèves, entre ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Voilà, j'avais distingué ça, c'était surtout ça le but du jeu et que les élèves aient tout et la vue sur tout ce qu'ils allaient faire avant le début du chapitre. Mais vous voyez que graphiquement et au terme d'autonomie, c'est pas terrible du tout. Donc ensuite, j'ai retravaillé tout ça, notamment pendant l'été, et puis j'ai été inspectée aussi en 2017, donc ça m'a permis aussi d'avoir les conseils de mon inspecteur pour pouvoir progresser. J'ai commencé donc par m'inspirer de la classe d'histoire d'Alexandre Ballet, et j'ai organisé par bloc d'apprentissage et avec des séparations entre avant la classe, pendant la classe et après la classe. Donc avant la classe, c'était dire en fait tout ce qui doit être fait à la maison. Mais je ne voulais pas mettre à la maison pour pas que l'élève se sente limité par ce travail à la maison. On est dans un collège, un gros collège rural avec des élèves qui travaillent très très peu à la maison. Par contre, ils sont souvent bloqués de 8h30 à 17h au collège à cause des bus. Donc ils travaillent, ils essayent de travailler en heures d'études et au CDI. Donc avant la classe, c'était pour dire voilà, ça peut se faire au CDI, ça peut se faire en études, c'est pas que à la maison. Et je trouve que la nuance est très très importante à apporter aux élèves. Pendant la classe, c'est donc toutes les activités qu'ils avaient à faire au sein de la salle de classe et j'indiquais si ce travail est un travail de groupe, un travail seul et à peu près combien de temps cela pouvait leur prendre, voilà, en gros. Et puis après la classe, ce sont toutes les activités qu'ils pouvaient faire de manière facultative. J'ai arrêté ceux après la classe parce que clairement, ils ne servaient pas du tout. Les élèves ne faisaient rien. Moi, ça me prenait énormément de temps de trouver toutes ces ressources et elles n'étaient pas du tout utilisées. Donc ça, j'ai fait disparaître assez vite. Alors ensuite, j'ai conservé ce plan de travail-là, enfin cette feuille de route-là pendant un petit moment. Et puis, il y a 2 ans, ouais, fin d'année, il y a 2 ans, enfin avec le Covid, on s'y perd un peu. Avec les conseils des élèves, parce que chaque année, et des fois par milieu d'année, je demande aux élèves ce qu'ils en pensent. Donc, je fais évoluer comme ça mon travail. Donc, j'ai séparé plutôt en étapes, parce que bloc d'introduction, bloc d'apprentissage, bloc d'approfondissement, déjà, c'était long à écrire dans le cahier, tout bêtement. C'était long à écrire dans le cahier, et pour les élèves, c'était pas parlant. Voilà. Alexandre Ballet est dans un collège, enfin, était dans un collège français à New York et je pense que cette différence avec le collège d'Auxonne rural s'est fait sentir à ce moment-là. Donc voilà, par étapes, je prépare mon cahier, je découvre le chapitre, j'approfondis mes connaissances. J'ai réduit les colonnes pour qu'il y ait plus de consignes simples et claires et j'ai mis des icônes. La petite sacoche de travail, ils savent que c'est à faire en dehors de la classe. La petite capsule vidéo YouTube, les petites gommes, c'est tout ce qui est activité sur le cahier ou sur fiche, etc. Et puis, à côté, ils pouvaient cocher. Donc, eux, ils peuvent mettre la date quand ils ont terminé une activité. Et moi, dans la colonne du milieu, je coche quand j'ai validé, puisque chaque activité, même cette activité de préparation de cahier, doit m'être montrée.
Comme ça, je vérifie absolument tous les cahiers de tous les élèves. S'ils travaillent à plusieurs, ils peuvent me montrer qu'un seul cahier pour que ça aille plus vite. Et ils tournent, ils montrent différents cahiers dans le groupe, comme ça, je les vois tous quand même à un moment donné. Voilà. Les élèves que j'ai depuis plusieurs années préfèrent ce plan de travail, cette feuille de route, elle est plus claire. Et surtout, ce qu'ils aiment bien, c'est pouvoir noter la date de quand ils ont fini, voir quand les dates s'enchaînent vite. Ça, ils sont contents, c'est satisfaisant pour eux. Et puis, que je puisse valider. Voilà, c'est important pour eux de voir que j'ai vu leur travail et que tout est bon. Tant que c'est pas validé, c'est qu'il y a des choses à revoir. Et puis, j'avais tenté le plan de travail l'an dernier, toujours sur ce chapitre de 4e de la Révolution française qui est assez difficile. Et j'ai repris ce même principe de fonctionnement avec des activités obligatoires, des activités facultatives. Il y avait des étapes et dans chaque étape, je leur disais combien d'ateliers ils devaient faire. Il y avait beaucoup d'ateliers de manipulation. Les élèves n'ont pas du tout adhéré à ce plan de travail. Pour eux, c'était assez fouillis en fait. Ils n'arrivaient pas à diriger leur regard, donc c'était trop difficile pour eux. Voilà, j'en ai fait qu'un, je verrai si j'en refais plus tard ou pas. Et puis actuellement, je vais tester à la rentrée une autre manière de présenter, un peu sous la forme du livret comme Sego, puisqu'on en a pas mal discuté ensemble. Et sur la première page que vous voyez, donc ce sont les consignes générales, il y a des pointillés. Et en fait, les élèves vont découper ces pointillés, ce qui va leur laisser apparaître la 3e page, au dos à droite, les consignes détaillées, les résultats d'évaluation. Voilà, ça va être une feuille de route à manipuler. C'est pour les 6e. C'est notamment parce que on a un plan de travail global commun avec la collègue de français. Et donc ensuite, on a chacune notre chapitre et on a une tâche finale commune. Et à l'intérieur de ce chapitre, on fait chacune notre feuille de route disciplinaire. Et donc, je reprends notamment dans les modalités de travail, je reprends les visuels de travail à la maison, travail seul, travail en groupe, etc. Donc, les élèves ont les mêmes visuels pour le français et pour l'histoire. Voilà, c'est un test. Je verrai à la rentrée ce que ça va donner. Mais voyez qu'il peut y avoir quand même beaucoup de variétés possibles dans ce qu'on peut faire en termes de feuilles de route et en termes de plan de travail. Le principe étant surtout d'avoir quelque chose qui vous plaît visuellement et qui est pratique par rapport à votre matière. Il n'y a pas de feuille de route ou de plan de travail tout fait et qui va convenir à tout le monde et à toutes les classes. Voilà. Et puis, pour voir comment ça se passe de manière plus précise, donc les élèves ont accès à cette classe numérique. Alors, j'espère que là, avec le chargement, on m'entend toujours bien. Sego, est-ce que ça va? Oui, c'est parfait, Caro. Super. J'ai toujours peur avec ma langue passante. Donc ça, c'est l'adresse qu'ont tous les élèves depuis le début de l'année et donc ils vont choisir dans le casier qui les occupe, par exemple en 4e. Voilà, donc là avec le petit décor de Noël. Histoire, géographie, EMC et jeux. Donc jeux, ce sont des jeux de révision, donc ça va sur un autre génie bien particulier. Je leur remets ici au mur le lien vers le manuel en ligne au cas où ils soient confinés à la maison, puisqu'ils n'ont pas le manuel chez eux, hein, il est que en classe. Et puis ensuite, eh bien, on a les différents chapitres. Ça a du mal à charger, c'est pas très clair chez moi, mais voilà, ils choisissent le chapitre dont ils ont besoin. Donc ça, c'est vraiment pour travailler en dehors de la classe, puisque ils ont tout sur papier en classe. Ils peuvent y avoir accès aussi en classe, puisque cette année, je suis dans une salle de techno qui était disponible et que j'ai demandé, puisque j'ai laissé ma salle de classe que j'avais depuis 13 ans pour un projet expérimental de classe entièrement autonome en 6e. Donc là, l'avantage, c'est que du coup, j'ai les ordinateurs de la salle de techno. Mais
je continue à travailler comme si je ne les avais pas pour pas trop. L'année prochaine, je n'aurai peut-être pas cette salle de classe, donc voilà. Donc ensuite, ils ont la possibilité donc d'avoir accès bien sûr à la vidéo, etc. Mais voilà, ils ont leur plan de travail et ensuite ils ont chaque activité papier. Voilà, donc elle est en train de s'afficher. Donc là, ils y ont accès. S'ils sont à la maison, ils ont accès au drive et ils peuvent l'imprimer. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, moi, je range tout cette année dans un classeur. Avant, c'était dans des tiroirs, mais que j'ai pu. Donc là, c'est dans un classeur avec des intercalaires et les feuilles sont rangées dans des pochettes plastiques. Donc sur chaque feuille, je remets le nom du chapitre, le numéro du chapitre, le numéro de l'étape, le numéro de l'activité, le nom de l'activité. Et ainsi, les élèves, en fait, regardent sur leur plan de travail de quoi ils ont besoin. Et ça peut être tout simplement des questions sur le manuel. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de fiche à aller chercher. Ou alors, ils vont chercher la fiche dans le classeur. Et grâce à tout ça, là, qui prend de la place en termes de photocopie, j'essaye toujours de limiter. Mais si j'enlève ces repères de titre de chapitre, de numéro de chapitre, etc., eh bien, les élèves sont perdus. Et dans ce cas-là, ils ne savent plus où aller et ils sont obligés de me demander. Et à partir du moment où ils demandent, forcément, on perd en autonomie, ils ne savent plus se repérer eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens de se repérer tout seuls. Et puis, moi, je perds du temps. Puisque pendant que je leur réponds ou que je vais dans le classeur chercher la fiche à leur place, eh bien, je ne peux pas aider d'autres élèves. Voilà. Donc, il y a différents types d'activités. Là, c'était un quiz. Ici, tout bêtement, ce sont des questions auxquelles il faut répondre sur le cahier. Voilà. Et ensuite, en fait, en termes de traces écrites, moi, je corrige ce qu'ils m'apportent. Je leur dis ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut recommencer, etc. Et pourquoi il faut recommencer telle ou telle chose. Ça peut être une phrase qui est mal rédigée ou ça peut être une réponse qui est fausse, une incompréhension. Et je ne valide que quand je considère que pour cet élève-là, c'est satisfaisant. Puisqu'on est aussi dans la différenciation, c'est-à-dire que chaque élève n'a pas exactement la même chose sur le cahier, parce qu'au fur et à mesure, on les connaît et on sait quel élève est capable de faire telle ou telle chose. Et puis, par exemple, ici, il y avait le schéma du commerce triangulaire à faire, donc ils pouvaient soit le copier eux-mêmes, soit me le demander en impression pour les élèves qui ont du mal à se repérer dans l'espace, etc. C'est un peu moins chargé, voilà. Et donc ça, en fait, ça fait leur trace écrite. C'est quelque chose qu'avant, auparavant, de manière classique, ces questions-là, on les faisait, je leur donnais un petit temps pour les chercher tout seul, individuellement, sur leur manuel. Ensuite, on faisait la correction à l'oral de ces questions-là. Et en termes de trace écrite, on faisait le schéma du commerce triangulaire. Au final, j'ai quasiment rien changé. C'est-à-dire que je reprends mes activités d'avant, dans mon fonctionnement plutôt traditionnel, et je les adapte à ma feuille de route. Voilà pour ma présentation. J'espère que c'est tout bon pour vous. J'ai essayé de ne pas être trop longue, mais pas parler trop vite non plus. Je vais arrêter le partage d'écran. C'était parfait, Caro. Voilà. Du coup, on va… Je te remercie. Mais c'est vrai que c'est difficile. On s'est donné chacune 10-15 minutes pour faire une présentation et c'est vrai qu'en fait, on pourrait y passer 1 heure chacune parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je trouve qu'on s'est bien complété, donc c'est bien. Avant de vous laisser la parole pour les questions, je voulais juste vous préciser que dans le Géniali, je vous ai partagé le lien dans le chat. Vous verrez, il y a une page avec des ressources. Je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez voir ce qu'on vous a préparé pour aller plus loin. Hop. Hop. Il va falloir que je fasse défiler, je n'ai pas pensé à… Hop. Allez, en plus, c'est le seul où il y a un petit délai de…
d'affichage. Voilà. Donc, sur Geniali, donc vous retrouverez trois ressources. Certains les ont reçues par mail, puisque ça faisait partie des ressources à consulter avant le Ludatelier. Donc, le premier, c'est la Ludofiche qu'on a créée, qui vous permet de retrouver les bases en fait, pour construire un plan de travail. Le deuxième, c'est un article assez complet qui présente en fait le fonctionnement des classes de la Team Ludens, des différents membres de la Team Ludens qui fonctionnent en classe autonome, avec des questions croisées qui permettent de voir en fait, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, la diversité en fait des fonctionnements en fonction de nos personnalités et de nos élèves. Et puis le webinaire de Sylvain Connac dont Caroline vous a parlé en introduction. Donc ça, vous retrouverez ça si vous voulez aller plus loin. Du coup, ce sont des ressources qui dépassent en fait les deux exemples que vous nous avez écoutés présenter. Donc maintenant, c'est nous qui allons vous écouter pour les questions. Alors moi, j'ai noté les questions qui ont défilé dans le chat. Il y en a une qui va être pour toi, Caro, rapide. Quel modèle Canva tu utilises sur ta feuille de route à manipuler? C'est une très bonne question. J'ai tapé dans Canva, j'ai tapé timeline ou frise chronologique. Et voilà. Et puis après, j'ai réadapté. Mais je voulais quelque chose qui défile, puisque je suis vraiment en feuille de route et pas en plan de travail. Donc, c'est l'un après l'autre. Donc, voilà. Dans Canva, j'ai tapé frise chronologique ou timeline, je ne sais plus. Ok. Après, il y a à peu près toujours la même question qui revient. C'est comment est-ce que vous assurez le suivi pour les élèves 10, les TDAH, ceux qui ont un PAP, et comment l'AESH arrive à prendre sa place au milieu de tout ça? Alors, je réponds et puis Sego, je te laisse la parole ensuite. Pour ma part, en fait, ce fonctionnement que j'adopte permet aux élèves d'aller à leur rythme. Donc, la seule adaptation que je fais, c'est pour les PAP où il y a besoin d'écrire en plus gros, etc. Où là, je fais des photocopies adaptées. Mais sinon, tout le reste, en fait, j'ai besoin de ne rien adapter du tout. Puisque l'élève va à son rythme, il peut venir me voir au bureau quand il le souhaite. Donc, s'il y a besoin que je lui lise quelque chose, que je lui réexplique quelque chose, etc., je suis entièrement disponible avec une petite file d'attente que je gère avec un permis d'autonomie. Bref, vous verrez tout ça dans ma présentation, c'est expliqué. Mais les élèves savent que vraiment, et je pense que Sego, c'est pareil, savent vraiment qu'on est là pour les aider. Donc, du coup, il n'y a pas du tout de barrière. Ils viennent quand ils veulent et du coup, ça me permet, je vous dis, d'absolument rien adapter. Et ça fait des années que je fonctionne comme ça et ça fonctionne très, très bien. Pour les AESH, après, ça dépend du besoin de l'élève. Mais je sais que parfois, je regarde un petit peu comment ça se passe en début d'année et après, on réadapte l'emploi du temps de l'AESH. Et souvent, en fait, elle ne vient pas dans mon cours. Et ça lui permet d'avoir des heures pour d'autres disciplines où il y a plus besoin. Voilà pour ma part. Alors, moi, j'ai des élèves qui sont quand même pour une grande partie en grande difficulté. Donc, en fait, les adaptations que je ferai pour des élèves qui ont des besoins particuliers, en fait, c'est des adaptations que je fais quasiment pour tous mes élèves. Vous avez vu tout à l'heure, par exemple, il y a un texte, forcément, je propose la version audio. Les consignes sont surlignées pour qu'ils puissent se repérer dans la consigne. Une seule consigne par étape. Les documents sont, quand je le peux, directement en 14 avec un interligne 5. Si jamais il y a besoin, j'adapte certains documents quand la mise en page ne passe pas sur une page. Je ne l'imprime pas du coup pour tous mes élèves avec une mise en page adaptée, mais voilà, c'est disponible. J'imprime régulièrement. J'ai une imprimante dans ma salle que j'avais demandé il y a une dizaine d'années, justement pour pouvoir imprimer pour mes élèves qui ne peuvent pas prendre en note. Donc, quand ils ont à rédiger un paragraphe, par exemple, ils peuvent me donner leur paragraphe et puis je le tape et je leur imprime.
si c'est un travail qu'ils ont fait en groupe, par exemple. Sinon, on fonctionne beaucoup avec l'ENT. Tout à l'heure, Caro a montré sa présentation, son Geniali. En fait, moi, je mets toutes les ressources dans l'ENT. Donc, en fait, les élèves, ils retrouvent toutes les traces écrites. Avant chaque évaluation de connaissances, qui est la seule évaluation, en fait, qui est différée dans le temps du plan de travail et qui compte comme un bonus, je mets l'ensemble des paragraphes de bilan, en fait, je les mets dans un document qu'ils peuvent consulter sur l'ENT. Donc, ils ont vraiment toutes les traces écrites. Et comme le dit Caro, c'est vrai que souvent, ça se passe bien parce que justement, ils peuvent aller à leur rythme et fonctionner comme ça. Il y a juste une seule élève pour laquelle j'ai eu un fonctionnement différent cette année, qui est une élève qui est une élève d'Ulysse, parce que j'intègre aussi les élèves d'Ulysse en cours de sciences. Voilà, c'est une élève pour qui c'est trop compliqué, mais elle a une situation de vie difficile avec un placement de foyer en foyer. Donc, j'ai pas voulu ne pas la garder. Donc, j'ai adapté en faisant un petit livret de niveau CE1 qu'elle fait en autonomie. Donc, c'est pareil, c'est un petit livret et elle a la correction que j'ai trouvé sur Internet, une collègue qui partageait son travail. Et la ESH, quand elles sont présentes dans mon cours, elles apprécient justement le fait de pouvoir aider l'élève à gagner en autonomie, tout simplement. Alors, il y a une autre question, c'est comment est gérée l'évaluation, puisqu'ils ont des rythmes différents. Donc, à quel moment c'est évalué et suivant quelle modalité? Alors, je reprends, Caro, puis je te laisserai compléter. Je vous l'avais vu, en fait, moi, chaque activité peut être évaluée si l'élève le souhaite. Donc, si il me demande à être évalué, je regarde ce qu'il a fait et je l'évalue. Spontanément, je leur propose d'être évalués lorsque je vois que l'exercice est réussi, qu'ils ont atteint le niveau confirmé ou le niveau expert. Ou pour certains les élèves, le niveau apprenti, si ce sont des élèves qui habituellement sont plus souvent au niveau débutant. Et en fait, voilà, je les évalue au fil de l'eau. Donc, pendant toute la séance, en fait, mon travail, c'est que de l'évaluation en permanence et je ne conserve à la fin du trimestre que le meilleur niveau qui est atteint. Donc, par exemple, un élève en début de trimestre va commencer apprenti sur la compétence, par exemple, comme tout à l'heure, formuler un problème. Et puis là, on est au chapitre 3, il me formule un problème correctement, je l'évalue au niveau confirmé, sans problème. Il est capable de m'en formuler plusieurs, il est même validé au niveau expert. Merci Sego. Alors, pour ma part, il y a deux types d'évaluation dans mes plans de travail, dans mes feuilles de route. Tout d'abord, on est un collège où on fonctionne uniquement par compétences, donc je n'ai pas de notes à donner déjà. Ça c'est depuis la réforme du collège, donc ça fait très longtemps qu'on est lancé là-dessus. Alors, chaque quinzaine, l'année dernière c'était chaque semaine, mais ça prenait trop de temps, donc chaque quinzaine, on fait une évaluation de connaissances sur chaque chapitre. Donc il y a plusieurs chapitres, puisque les élèves n'en sont pas au même point. Donc on fait trois chapitres d'évaluation, 5 questions de connaissances. Donc un équivalent de Plickers, c'est QCM-CAM. Vous l'aurez aussi dans Geniali, et il y a un article sur le site de la Team Ludens qui vous explique ce qu'est QCM-CAM et comment s'en servir. Donc ça me donne automatiquement les réponses des élèves et je les transforme automatiquement en évaluation dans notre pronote. Et les élèves font les chapitres qu'ils veulent. Donc, si on fait chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, s'ils veulent faire que le 2, par exemple, il faut que le 2. Ils sont obligés d'en faire un. Ils en font autant qu'ils veulent. Des fois, il y a des élèves qui en font 3. Ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent puisque je sélectionne vraiment uniquement les connaissances que je veux qu'ils retiennent, absolument. Voilà, donc premier type d'évaluation. Et deuxième type d'évaluation, à la fin des plans de travail, en dessous des plans de travail, là je vous ai montré que la première partie, parce que c'est sur 2 feuilles qui font donc un A3 que je réduis en A4, bref. Donc là je vous ai montré que le début du plan de travail, sur la fin du plan de travail, il y a les compétences qui sont évaluées dans le chapitre. Et donc moi, à la fin du chapitre, comme j'ai regardé chaque activité de l'élève, je sais à quel niveau de maîtrise il est de sa compétence.
Et donc, on en discute ensemble. Je lui dis, bah tiens, là, moi, je pense que tu en es là, qu'est-ce que tu en penses? Ou des fois, lui me dit, bah non, ça, par exemple, des fois, ils me disent, ah, bah non, là, j'ai un peu triché, j'ai fait avec un tel, du coup, j'ai pas trop compris, alors on reprend. Ou, il dit, bah non, là, madame, non, quand même, vous vous trompez. C'est pas souvent hein, qu'ils discutent et qu'ils ergotent, mais en tout cas, il peut y avoir une discussion sur le niveau de maîtrise de la compétence. Et voilà. J'ai arrêté, je faisais les contrôles, des évaluations sur papier. Ouais, ils avaient fini leur chapitre, ils me disaient quand ils étaient prêts et ils faisaient le contrôle sur papier quand ils étaient prêts. J'ai arrêté, ça fonctionnait très très bien, franchement très très bien. Les élèves étaient tout contents de faire les évaluations quand ils le souhaitaient. Ils traînaient pas plus que ça allait bien. J'ai arrêté seulement parce qu'en fait, après discussion avec des élèves de 4e qui m'avaient depuis quelques années, ils disaient mais en fait, madame, on fait 2 fois la même chose et en fait, on perd du temps pour rien. Et c'est vrai que l'évaluation sur papier, au final, était exactement ce qu'ils avaient fait dans le plan de travail et j'étais capable à la fin du plan de travail de dire où ils en étaient. Je n'avais pas besoin qu'ils refassent à nouveau sur table. Donc voilà pourquoi je me suis enlevée de cette façon-là de faire une évaluation. Voilà. Sego, je pense que c'est pour toi. Du coup, toi, tu as des élèves qui ont beaucoup d'évaluations et d'autres qui n'en ont pas beaucoup. En fait, je n'évalue à la fin du trimestre, ils n'ont que 6 évaluations de 6 compétences, enfin entre 6 et 8 compétences. Simplement, certains auront été évalués plusieurs fois pour la même compétence, mais comme sur Pronote, en fait, je modifie pour cette évaluation-là le niveau de maîtrise, à la fin, ils ont tous entre 6 et 8 compétences évaluées. Après, il y en a certains qui n'ont pas été évalués, par exemple, pour une compétence, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas travaillé. J'ai des élèves qui avancent très peu, mais qui étaient des élèves qui ne produisaient quasiment rien en fonctionnement traditionnel. Donc souvent on me dit mais comment tu fais pour les élèves qui ne font pas tout? Bah, ils font pas tout. Bah, c'est pas grave, ils font pas tout. Ils font pas tout, mais ils font un peu. Et déjà par rapport à ce qui se passait avant en groupe classe où ils étaient cachés en fait derrière le groupe, bah, ils produisent beaucoup plus. Et puis je sais que tout ce qu'ils ont produit, ils l'ont compris. Donc voilà. Et donc en fait à la fin du trimestre, ils peuvent pas avoir plus que 8 en fait compétences évaluées sur Pronote. Je dis à chaque fois je modifie en fait la couleur sur Pronote. Je ne sais pas si c'est très clair. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avec ce fonctionnement-là, on voit beaucoup plus ce que font les élèves et on sait ce qu'ils maîtrisent ou ce qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, bien sûr qu'il y a les évaluations qui sont notées dans Pronote, mais il y a aussi on attache beaucoup d'importance à ce qu'on écrit sur le bulletin. C'est-à-dire que sur le bulletin, on va être beaucoup plus dans l'élève a réussi à faire ça, l'élève doit retravailler telle compétence, etc. Nous, on maîtrise mieux les compétences des élèves. Alors, il y a encore 3 questions, mais il y a Sébastien qui a demandé la parole tout à l'heure. Donc, je ne sais pas s'il a encore sa question ou pas. Si, j'ai toujours ma question. Bonjour à vous. Pour le coup, moi, j'enseigne en maison familiale rurale et du coup, je peux être un mois sans voir mes jeunes et c'est compliqué parce que du coup, je pense que vous êtes tous en éducnat et que régulièrement, vous savez que vous avez 2 heures le lundi, 2 heures le jeudi. Du coup, c'est peut-être facile pour s'organiser. Alors que moi, je sais jamais combien d'heures je vais les avoir à l'avance et il peut y avoir du temps. Et c'était pour savoir si, voilà, dans quel système, s'il y en avait d'autres qui étaient un peu dans le même système que moi ou quoi. Alors, j'utilise aussi des Geniali, hein, beaucoup de numérique et ainsi de suite, hein, mais ça me plaît bien cette méthode-là, mais du coup, elle est compliquée peut-être dans notre fonctionnement à mettre en place. Voilà. Moi, suite aux différents problèmes avec la Covid, les confinements, les élèves qui sont cas contact, qui reviennent, d'autres qui repartent, etc. C'est pour ça que j'ai rajouté une case avec la date. Et en fait, les élèves, du coup, et toi, tu peux voir où ils en sont, où est-ce qu'ils s'en sont arrêtés, etc. Et là, pour le coup, le suivi, il est vraiment individuel et en fonction des élèves, s'ils sont partis en stage ou pas, etc., tu reprends là où ils en sont. Et c'est peut-être même plus facile, je trouve, qu'avec un fonctionnement traditionnel. Ouais, alors ce que j'ai fait moi cette année, un petit peu hein, dans l'esprit, c'est que je suis parti un petit peu comme
entre le facultatif et le obligatoire, en fait, j'ai mis sur les compétences qu'on travaillait le niveau à atteindre. Et en fait, j'ai fait le système des pistes de ski. J'ai pris vert, rouge et puis noir, quoi. Et puis, donc, il y a des fois, il y a plus d'exercices, ils sont plus faciles, ou ainsi de suite, ou ainsi de suite. Mais voilà, moi, je peux très bien enseigner de 9h à 10h en quatrième et de 10h20 à 11h20 en terminale, quoi. Et donc, comme j'ai pas les mêmes niveaux aussi dans le suivi, c'est sur la structuration et vraiment être ordonné. Où il y a des fois, c'est un peu tendu, quoi. Est-ce que tu viens au lieu d'atelier après? Oui, Eh ben, on parle de tout ça tout à l'heure, si tu veux, on regardera avec ce que ouais, tu as fait et comment on peut mettre des choses en place. ouais, je veux bien. Merci. Pas de souci. Alors, Sego, du coup, comment tu gères les manipulations? Est-ce que ton matériel, il est prêt à tout moment? Ça, c'est la contrainte qui m'a obligée en fait à ne pas avoir plusieurs chapitres en même temps, à la différence de Caro. C'était une solution qui était intéressante, hein, mais avec le matériel, ouais, c'est compliqué, surtout quand il y a des choses de frais. Donc là, il y a deux possibilités. Soit ce sont des manipulations où je peux stocker en fait ce qui est à manipuler. Par exemple, avec mes cinquièmes sur la partie respiration, ils pouvaient observer soit une branchie de moule, soit un asticot. Et ça, c'était au congélateur. Donc là, il n'y a pas de problème. Ils me disent qu'ils veulent faire l'activité, ils vont chercher le matériel, les pinces et tout. Et moi, je vais juste récupérer ce qu'ils ont besoin pour faire la dissection. Et le temps, en fait, qu'ils réfléchissent aux consignes à suivre, qu'ils lisent le protocole, je mets un peu dans l'eau et c'est prêt à décongeler. Donc, ils peuvent s'en servir vraiment au moment où ils veulent. Donc ça, c'est une activité qu'ils peuvent faire quand ils veulent, dans le plan de travail, dès l'instant où ils prennent bien toute la séance pour la faire. Et par contre, parfois, c'est du matériel que je ne peux pas avoir tout le temps à disposition. Je pense par exemple aux fleurs. Déjà que je vais le matin, avant d'aller au boulot, dans les fourrés récupérer des ajoncs, donc je ne vais pas y aller à chaque fois. Donc là, je décide que c'est une séance qu'on fait en classe entière. Donc sur leur plan de travail, il y a certaines séances qui sont marquées en classe entière. Et ça veut dire que ils savent que celle-là, ils ne peuvent pas la faire seuls. C'est moi qui impose ce temps-là. Donc elle ne dure pas parfois toute la séance, ça peut durer que 20 ou 30 minutes, mais c'est une séance qu'on fait tous en même temps. C'est aussi le cas, par exemple, quand moi je fais un jeu par chapitre, en fait, par plan de travail. Et il y a des jeux qui peuvent être des jeux à faire en classe entière, par exemple des escape games ou des jeux où on va avoir besoin de tout le monde, en fait. Et donc, dans ces cas-là, c'est aussi en classe entière. Est-ce que travailler en plan de travail, ça impose d'avoir sa salle? Écoutez, moi, quand j'ai commencé, on était en pleine période de Covid. Donc moi, j'avais pas ma salle jusqu'au mois de décembre. Je l'avais récupérée juste depuis 2-3 mois. Donc j'avais dit, c'est pas grave. Si j'ai pas ma salle, ce sera sur un chariot. Je mettrai en fait, les fiches d'activité, moi, sont dans un petit meuble avec comme des pochettes. Donc je m'étais dit, c'est pas grave. Je vais prendre des trieurs de documents empilés les uns sur les autres. Le classeur avec les corrections. S'il y a du matériel, c'est dans des boîtes, moi je le mets dans des cuvettes à dissection ou dans les boîtes de mon chariot. Et je me suis dit, tout sera sur mon chariot. Et si je peux pas prendre mon chariot parce que l'ascenseur est en panne, je mettrai dans une valise. Tant pis. Et puis j'aurai un lot à l'étage, un lot au rez-de-chaussée pour le matériel lourd. Mais je pense qu'avoir sa salle, ça fait gagner en confort parce qu'il n'y a pas besoin de tout transporter. Mais moi, je me suis préparée à le faire sans avoir ma salle. Surtout qu'on est 4 profs de sciences pour 3 salles de sciences. Donc potentiellement, à tout moment, on peut me dire que j'ai plus ma salle. Alors, j'en ai encore une. Enfin, en fait, ça arrive au fur et à mesure, mais je pense qu'à un moment, il va falloir s'arrêter. La question, c'est combien de temps approximatif pour concevoir un plan de travail? C'est un peu compliqué, ça, comme question. Quand j'ai commencé à faire mes premiers plans de travail, mes premières feuilles de route, il y a un temps où on va concevoir la trame générale. Donc ce temps-là, il est indéfini, hein, ça dépend de chacun, ça dépend si vous voulez faire ça joli ou pas, si vous travaillez sur des outils que vous connaissez ou si au contraire, va falloir prendre en main Canva par exemple, ou si vous faites sur Word. Bon. Et puis après, moi ce que je me suis dit, c'est que j'ai quand même des années derrière de cours qui sont là, qui sont stockés sur mon disque dur.
ils vont pas servir à rien, je vais pas tout révolutionner. Donc il y a énormément de choses en fait que je reprends de mon fonctionnement d'avant pour le réintégrer dans mes plans de travail. Et quand je recrée un nouveau cours, maintenant j'ai ma trame qui est toute faite et puis j'insère mes activités dedans. Comme ça, bon, ça peut paraître rapide à faire, c'est quand même un temps de conception important. Après, je dirais que si vous êtes là, c'est aussi que vous comptez pas trop votre temps. On est à 29 décembre, pendant les vacances. Donc, c'est qu'un peu tous ici, on compte pas trop notre temps pour le travail. Il faut le dire, c'est comme quand on crée un escape game, on compte pas notre temps non plus. Voilà, faut pas se leurrer. Il y a des questions en termes de construction, donc je pense qu'il faut qu'on bascule. Ouais. Non ? Je pense aussi, juste pour compléter ce que dit Caro, c'est qu'au début, ça prend beaucoup de temps. Les premiers, ça prend plus de temps. Moi, je commence à voir l'apport de l'expérience. En fait, je commence à être plus efficace parce que j'ai la logique, parce que je sais à quoi il faut que je fasse attention pour que les élèves puissent choisir les activités dans l'ordre qu'ils veulent. Voilà, on gagne en efficacité aussi avec le temps. Donc j'écrivais là dans le chat que effectivement là, les questions sont plus précises et plus particulières. Donc on va couper ici l'enregistrement de ce webinaire de présentation et de questions-réponses et vous permettre d'aller discuter plus précisément avec l'une d'entre nous. En plus, il y aura Matt et puis Isa qui seront plus dispo aussi. Donc on se rejoint sur Gatherton. Donc pour ceux qui n'y sont jamais allés, le mot de passe est Lude Atelier. L'une d'entre nous va l'écrire dans le chat. Merci. Et vous avez à créer un petit personnage. Vous choisissez votre personnage, votre petit nom, et puis ensuite vous faites skip the tutorial, sinon vous n'arriverez pas à nous rejoindre. Voilà. Je vous remercie énormément pour ce webinaire où nous étions très nombreux. J'espère que cela vous aura servi. Je laisse la parole à Sego pour terminer et ensuite je coupe l'enregistrement. Écoute, je vais rien dire de plus que toi, Caro. Juste, merci pour votre implication au service des élèves. C'est toujours très plaisant de voir des collègues qui ont envie de remettre à plat leur pratique et de se lancer. Donc, c'est super agréable, c'est motivant pour nous et puis ça nous fait réfléchir aussi de présenter notre façon de fonctionner. Donc, c'est enrichissant pour tout le monde. Et puis, à tout de suite dans le Lude Atelier.